Vous écoutez Voix de médecin avec le département des Côtes-d'Armor. Qualité de vie, pratiques coordonnées, pôle pluridisciplinaire, venez vivre, partager et exercer dans les Côtes-d'Armor. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. La médecine, c'est aussi d'assurer les affres du quotidien et donc même une conjonctivite. Le jour où vous en souffrez et que vous avez l'œil qui purule, qui est collé, que vous n'avez pas envie d'attendre 5 heures aux urgences, ces gens-là, on les reçoit en général en moins d'1 heure. Et c'est la plus grande gratification parce que c'est des gens qui sont super contents et ça, c'est une grande fierté. Romain Jaillon est médecin ophtalmologue, installé en libéral à Paris depuis 5 ans. C'est ça. Enchantée. Avec lui, nous avons parlé de rétine, de financiarisation de la médecine et d'amitié. La première fois que j'ai pensé devenir médecin, ça devait être en première, au contact d'un bon ami qui, lui, était convaincu de vouloir être médecin. Ses 2 parents étaient médecins, avaient un schéma de vie qui me plaisait bien. C'était des gens proches de leurs enfants, détendus vis-à-vis de la vie, qui avaient l'air d'aimer beaucoup leur métier et en même temps d'apprécier leur week-end, leurs enfants. Ils avaient l'air épanouis. Peut-être que par rapport à l'environnement que je fréquentais, il semblait avoir un abord plus détendu par rapport à la vie, un peu moins premier degré, et ça me plaisait bien. À l'époque, je me posais la question de faire une prépa, et finalement, j'ai trouvé que médecine, c'était plus concret, ça avait plus de sens. Je me suis inscrit à la fac de médecine qui m'a pas beaucoup dépaysé, elle était à 300 mètres de mon lycée. J'ai fait ma première année, on s'est inscrit avec donc Emeric et puis lui-même avait un copain dont j'ai fait la connaissance, Damien, on était 3. On a passé beaucoup de temps ensemble jusqu'à l'internat et donc on a fait notre première année ensemble, assez solidaire et on a tous les 3 eu notre première année en 1 an et on s'est plus quittés. Venez avec moi, suivez-moi. Par là. Et allez-y, installez-vous. J'ai pas fait ophtalmo dans un premier temps. J'ai commencé par 1 an de santé publique. Quand j'étais externe, j'avais fait beaucoup d'aide opératoire. J'aimais beaucoup la chirurgie. Mais à force de passer beaucoup de temps au bloc opératoire, j'ai fini par me demander si de s'installer à 30 ans à un endroit, de faire tous les jours la même chose, de la même façon, c'était pas un peu répétitif, ça m'a donné un peu le vertige et je me suis posé des questions et finalement j'en étais venu à la conclusion que ça avait aussi du sens de soigner pas des gens mais des populations. On s'est convaincu de ça avec le second copain dont je parlais tout à l'heure, Damien. Ensemble, on s'est donné du mal pour essayer de se créer un parcours un peu sympa et donc on avait réussi à dégoter un partenariat avec la grande école ESSEC et on avait essayé d'expliquer à la fac que c'était une bonne chose d'ouvrir la santé publique à des parcours bicéphaux comme celui-là. Et la fac nous a mis des bâtons dans les roues, elle a trouvé que c'était pas une bonne idée et donc ça nous a fait un peu peur parce qu'on s'est dit que c'était quand même dommage de gâcher son parcours, sachant que dans la santé publique, l'idée c'était aussi d'écrire quelque chose et donc après 1 an à se battre pour faire quelque chose qui nous est refusé, on s'est dit qu'il valait mieux faire notre spécialité. Voilà comment on est devenu clinicien. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais au parc Mousseau et je voulais rentrer à la maison, j'arrivais pas à voir. C'était vraiment... J'arrivais même pas à voir. Je me suis dit, est-ce que ça m'arrive à moi? Et j'étais inquiet parce que je croyais que j'étais aveugle. J'ai un garçon de 3 ans. Et c'était vraiment la plus grande peur, c'est ne pas voir grandir l'enfant. C'était l'inquiétude la plus grande. Et je suis venu dans l'urgence, voir la clinique pour voir si j'avais une solution pour moi ou pas. Et je suis tellement content de voir que... Merci docteur. Il y a quelqu'un qui m'a touché ce week-end, un décollement de rétine donc, qui se présente samedi. Il a comme caractéristique d'être myope de -15, donc il a un globe oculaire très fragile. Il a déjà perdu un œil sur un décollement de rétine, donc facteur de très mauvais pronostic, parce que ça veut dire que la chirurgie s'est pas bien passée. Et en discutant avec lui, alors on essaye de se détacher de ce genre de sentiment, mais j'entends malgré tout qu'il est tétanisé, parce qu'en fait il voit plus. Et il se demande si la vue va revenir. 2 jours avant, il voyait. Il a très bien compris le chemin de l'œil précédent, donc il a très bien compris les dangers. Aujourd'hui, on est vendredi, la rétine elle est parfaitement recollée, donc ça veut dire que votre vision elle n'est pas encore parfaite, mais votre œil n'est plus menacé. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il va vous falloir 1 bon mois pour récupérer une vision normale, mais déjà aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer, vous n'êtes pas dans le noir complet, c'est super. Oui. Et puis surtout, la guérison va faire son œuvre. Donc, voilà. Faut du temps.
Photo. Et donc ce patient, je l'ai opéré lundi. Évidemment, il y a une certaine routine qui fait que quelquefois on s'habitue aux prises en charge et on le fait sans réfléchir. Lui, j'ai eu une petite prise de conscience. Je me suis dit, tiens, celui-là, faut pas déconner. Je me suis posé 2 fois la question de la chirurgie. Je me suis pas fié aux examens. Je l'ai revu avant de l'opérer pour le voir moi-même et être sûr de ce que j'allais faire. Et je lui ai fait une chirurgie un peu particulière, la même chirurgie du décollement de la rétine qu'on fait pour les boxeurs, pour lui éviter du gaz. La chirurgie qu'on fait le plus fréquemment conduit à mettre du gaz dans l'œil, mais quand on met du gaz dans l'œil, le gaz met 1 mois à se dissiper et on voit plus. Donc en fait, pour éviter à ce patient 1 mois d'obscurité, je lui ai fait une autre technique qui permet la préservation de la vision. Il y a toujours une part infinitésimale de risque, mais ce patient est guéri. Ça fait partie des exemples qui font qu'on repart content. On a plutôt tous tendance à retenir les gens qui ne vont pas bien, et donc là c'est un moment dans ma semaine où j'étais content pour lui, content de ce que j'avais fait. J'aimerais refaire le fond d'œil quand même, c'est Merci. ça qui est très important pour vérifier comment se place l'indentation de votre rétine dans votre œil. Hop. Donc vous allez regarder mon oreille. Donc l'œil est toujours un peu rouge, à J3 de la chirurgie, c'est normal. Vous devez être gêné aussi par les points de suture qui doivent vous gratter l'œil. Regardez en bas. Regardez tout en bas. Voilà. Mais là, les cicatrices. Donc là, on voit bien la saillie de l'indentation en temporale supérieure avec la déchirure qui est bien réappliquée. Regardez en bas à droite. La rétine est bien recollée partout, ça c'est merveilleux. Bon, Merci. mais en tout cas, là, tout va très bien. Vous n'avez pas perdu la vue et vous l'avez même récupérée. Merci. Je propose qu'on se revoie dans un mois. Merci à vous. Super. J'apprécie, je crois, le fait qu'on ne soit pas confronté à la mort. Le seul cas dans lequel on est confronté à la mort, ça m'arrive d'en voir parce que je suis spécialisé dans les maladies de la rétine, donc c'est les mélanomes rétiniens. C'est extrêmement rare. Et je sais que pour ce qui me concerne, c'est quelque chose d'important. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui sont confrontés au quotidien à la mort. Réellement, c'est quelque chose que j'aurais pas su faire. J'arrive pas à retrouver ma gaieté, ma légèreté suffisamment. Je me souviens du premier rapport à la mort, je devais être externe à l'Hôtel Dieu, premier stage quoi, et c'était quelqu'un qui était décédé d'une maladie infectieuse, je ne sais plus laquelle, et je me souviens de voir cette personne qui quitte sa chambre poussée par un brancardier, le cadavre rigide, un peu cireux, et un corps sans vie, en fait quelque chose que jusqu'à 20 ans j'avais jamais observé, donc c'est ça l'image que j'en garde, c'est-à-dire que c'est quand même une image dont je me souviens 20 ans après alors que j'y avais pas repensé. Ce qui m'a le plus touché surtout et dont je me souviens très fort, c'est les stages durant lesquels on est confronté au décès des gens et à des histoires terribles. Je me souviens de la réanimation chirurgicale et de l'hémato, qui sont 2 stages que j'ai fait à la suite, et notamment d'un patient qui était animateur radio, qui devait avoir une 30aine d'années. Je ne sais plus quelle était la forme de leucémie aiguë dont il était atteint, mais il est décédé en 1 mois. Il était plein de gaieté, c'était incroyable, ça devait être un hyperactif qui avait toujours la pêche. Enfin, l'animateur radio, je crois qu'il était sur Fun, tel qu'on l'imagine, plein de vie, quoi, plein de sève, et puis de le voir succomber malgré toute la force qu'il avait dans la lutte contre la maladie. Et pour le coup, ça m'altère, ça m'affecte trop, je crois. Aujourd'hui, en ophtalmo, j'ai ceci étant une activité qui est probablement plus lourde que d'autres parce que je m'occupe de rétine. Donc ça m'arrive de voir des patients qui ont une DMLA. Je gère beaucoup de décollement de rétine. Le décollement de rétine, la plupart du temps, laisse pas de séquelles, mais parfois laisse des séquelles extrêmement lourdes. Donc ça peut m'arriver de gérer la cécité des gens. On peut pas dire que ce soit une petite mort, mais c'est quand même quelque chose de très lourd, de très inattendu. Je crois que c'est le maximum que j'arrive à gérer. C'est-à-dire que c'est quand même des gens avec qui on peut dialoguer, des gens à qui on peut apporter des messages d'espoir. C'est pas the end. La vie continue. Oui, alors comment se sont passés ces 2 jours ? Douloureux les premiers jours, puis chaque jour a été un peu plus... Enfin, chaque fois la douleur s'est un peu amoindrie, et là, je pense que depuis hier midi, je ressens plus de douleur, un peu de sécheresse au niveau des yeux. Ma vision est encore assez trouble, mais... C'est normal, ben oui. Mais ça va beaucoup mieux, ouais. Le temps de la chirurgie, c'est vraiment une promenade de santé, ça dure 1 minute. J'ai remarqué. Mais c'est les 2-3 jours qui suivent que c'est un peu pénible, quoi. C'est ça. J'aime bien le côté polyvalent. Ça paraît de l'extérieur un peu répétitif, ça l'est à certains égards, mais une grande diversité d'activités. On peut faire de la pédiatrie, quasiment de la gériatrie, c'est-à-dire que si vous vous occupez des DMLA et des problèmes de rétine, c'est surtout une problématique de personnes âgées.
On peut être très chirurgical, on peut être très médical, on peut toucher à des sujets très graves. La DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est les gens qui perdent la vue à cause de problèmes maculaires. C'est des consultations qui sont pas gaies. Et il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus légers. Si vous faites une paire de lunettes, il n'y a aucun enjeu. Et puis, si vous opérez quelqu'un pour qu'il ne porte plus de lunettes, c'est plus de l'ordre du fonctionnel, voire même du confort. Aujourd'hui, votre vision, elle est de 7/10. Donc, vous avez récupéré 70% de la vision. Okay. C'est attendu que vous soyez seulement à ce niveau-là. Ça va continuer de s'améliorer. En général, au bout de 15 jours, il y a un espèce de cut-off, un moment où vraiment on a l'impression de mieux voir, et le résultat définitif, il sera obtenu dans un mois. Je vais faire un contrôle là, mais normalement, tout est normal et c'est attendu. Qu'est-ce que j'observe ? Regardez bien en direction de mon oreille. La cicatrisation est très bonne, là. Je vais retirer la lentille. Je pense que la réalité, c'est que j'ai choisi Ophthalmo pour faire de la chirurgie, mais via un parcours qui me laisse plus de temps pour m'exprimer dans d'autres domaines. Je me suis toujours réservé un tiers de mon temps pour des activités annexes. Et là, comme finalement les choses commençaient à ronronner de nouveau, j'ai ressenti le besoin il y a 2 ans de créer un nouveau projet qui est mon plaisir en ce moment. On bosse sur une IA, de la Gen AI, pour augmenter le secrétariat des chirurgiens. Donc l'idée, c'est que vous avez un petit robot conversationnel qui va guider le patient dans sa chirurgie, qui va le notifier des moments importants, qui est capable de répondre à toutes les questions, et puis qui va communiquer avec le chirurgien et avec le secrétariat du chirurgien. Donc en fait, on se rend compte qu'autour d'un soin, une chirurgie en ophtalmo, c'est un bon exemple, mais c'est vrai pour tout soin, il y a une espèce de convergence d'informations entre la secrétaire, le chirurgien et le patient qui est hyper laborieux. En fait, pourquoi les patients ont tous l'impression que leur chirurgien leur consacre pas assez de temps ? Le chirurgien, il est toujours en manque de temps. La secrétaire elle-même, elle doit rappeler les patients, les rassurer, gérer les mails, donc elle est larguée. Donc en fait, il y a une espèce de momentum dans lequel tout le monde a un grand besoin d'information. Il y a plein de choses à faire et les gens sont insuffisamment informés. Et donc cet outil, il restaure cette communication de façon complètement automatique. Vous lui poser des questions et elle répondait. Oui, c'est ça. Quand j'avais justement mon angine et je voulais savoir un peu comment réagir face à l'opération et elle m'a dit de prendre mes médicaments, que le message allait être transmis. J'ai reçu votre message le soir. Pour vous. C'est ça, elle m'a répondu que prenez vos médicaments, ça peut en effet avoir un impact, je transfère au chirurgien. Après j'ai reçu votre message. Et j'ai reçu l'appel de votre secrétaire. Exact. Chronologiquement, si je dis pas de bêtises, je crois que j'opère le mardi. Vous avez dû envoyer un message vers 21h. Le lundi soir, au moment où notre secrétaire de chirurgie est plus là, vous avez envoyé un message à Kelly en disant j'ai depuis 2 jours une angine et je suis traité par antibiotiques, qu'est-ce que ça fait ? Kelly a répondu la bonne chose, elle a dit suivez les prescriptions de votre médecin traitant. A priori, la chirurgie sera possible, mais je préfère que votre chirurgien réévalue. Ouais, c'est ça. J'ai été notifié. Il se trouve que comme je suis un bon élève, je me souviens avoir répondu à 23h. Ouais, mais j'étais déjà... Vous dormiez déjà. Et où je vous ai dit, a priori pas de problème, mais on vous appelle demain pour une évaluation. Ouais, c'est ça. Voilà le chemin. Ok, chouette. Pendant l'assistanat, en fait, s'est posé la question avec Ludovic, quelle allait être finalement notre activité pour la suite. En réfléchissant, on a tous les deux partagé que dans l'internat et l'exercice qui était le nôtre à Paris, il y avait une problématique autour de l'accueil des urgences ophtalmologiques. Les gens qui ont une pathologie bénigne des yeux, mais pour lequel un besoin de consultation urgent est nécessaire, minimum 4 ou 5 heures d'attente. Et donc, on a partagé ce constat et on s'est dit que peut-être il y avait la place pour créer dans Paris, qui est un univers qu'on connaît très bien, une structure de soins non programmés pour... à notre échelle, essayer de prendre notre part finalement à ce sujet. Donc c'est comme ça qu'est née cette idée, créer un cabinet qui soit un cabinet conventionnel, qui assure des consultations standards, qui s'occupe de la chirurgie, et en même temps qui ait des horaires d'ouverture suffisamment larges pour permettre d'être identifié comme une structure d'urgence. Donc on est ouvert 7 jours sur 7, on est ouvert de 8h à 21h, et la promesse c'est que tout patient qui consulte sans rendez-vous est vu pour le sujet d'urgence qui est le sien. Asseyez-vous, madame. Vous consultez en urgence parce que depuis quelques jours, c'est ça ? Vous avez des symptômes ? Ce matin, j'ai eu le symptôme très fort qu'on m'a fait signaler, des éclairs qui ont duré 2-3 minutes. Donc, je me suis inquiétée par rapport à... Est-ce que ça vous était déjà arrivé ? Pas si long. Sur le même œil ? Sur le même œil, oui, c'est l'œil gauche qui a le problème. Ça fait plus d'1 an qu'on m'a dit de vérifier. C'est un œil qui a déjà eu des problèmes ? Oui,
Oui. On est 2 à avoir cofondé la structure. On avait essayé de rassembler un petit peu plus large, mais les gens avaient un peu de mal à comprendre pourquoi on allait, entre guillemets, s'emmerder à faire des urgences, alors que tout leur internat, eux, s'était construit en se disant « plus jamais je ne veux faire de garde aux urgences ». Et aujourd'hui, 5 ans après, c'est super parce qu'on est une équipe de 10 médecins titulaires. Il y a toute une armada de remplats qui viennent nous aider pour les horaires qui sont un peu plus compliqués pendant les jours fériés, le soir ou les week-ends. Je pense qu'on a réussi à créer une activité qui est sympa. Pour beaucoup, l'activité d'ophtalmo, c'est essentiellement faire des lunettes, des lentilles et puis opérer les cataractes ou les myopies qui passent. Nous, on a une activité qui est presque celle d'un hôpital, très très variée, qui ratisse très large. Et donc, ça permet de satisfaire tout le monde, de se sentir peut-être moins enfermé. Donc, je pense que pour les médecins qui travaillent ici, c'est un plaisir parce que vous pouvez faire de la pédiatrie, vous pouvez gérer, par exemple, des décollements de rétine. Les gens, avant tout, sont très satisfaits. Et ça, c'est super parce que la médecine, c'est pas seulement de prendre en charge un patient atteint de cancer en phase terminale, c'est aussi d'assurer les affres du quotidien. Et donc, on peut parfois avoir tendance à toiser un peu une maladie bénigne, un bobo, mais quand même une conjonctivite que nous, on étiquette comme bénigne, le jour où vous en souffrez, que vous avez l'œil qui purule, qui est collé, que vous pouvez plus regarder, vous n'avez pas envie d'attendre 5 heures aux urgences et d'avoir un interne carbonisé qui n'a plus l'énergie de vous consacrer le temps qui est nécessaire. Et donc nous, ces gens-là, on les reçoit en général en moins d'1 heure, on leur consacre les 10 minutes qui sont nécessaires, on les rassure, on leur donne le traitement. Et c'est la plus grande gratification parce que c'est des gens qui sont super contents et ça, c'est une grande fierté. Vous avez eu vraisemblablement il y a 1 an un décollement du vitré, c'était ça qui a été pris en charge de l'œil gauche au 15-20. J'ai l'impression le décollement du vitré tel que vous l'avez eu il y a 1 an, il n'est pas forcément complet. Peut être partiel, donc là vous avez dû faire la fin du décollement du vitré. Donc ce qui est important pour nous, c'est simplement de faire l'examen du fond d'œil pour vérifier que ça ne s'associe pas à une déchirure qui elle peut donner un décollement de rétine. Regardez tout en bas, vers vos pieds. Et il y a peut-être un dernier point dont on est très fiers et qui nous anime beaucoup, qui est de ne pas avoir cédé à la financiarisation de la médecine. Notre structure, elle est assez grande, on voit près de 1000 patients par semaine. C'est difficile, ça demande du matériel, ça demande des ressources, ça demande des capitaux, ça demande de l'organisation. Et c'est justement sur ces points-là que se glisse la financiarisation de la médecine, parce que c'est une charge que les médecins souvent ne veulent pas assumer. Et nous, on est très fiers d'avoir un cabinet qui est géré par les médecins. Et je pense que ça nous donne une identité qui est très propre, qui est certes d'avoir un défi de lucrativité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'autoriser à perdre de l'argent, mais de le faire avec le souci du patient et avec le souci de tout ce qui a constitué les 10 ans d'études qu'on a fait. Et donc, je pense que pour nous, ça c'est une très grande fierté avec Ludovic. Donc, ça nous prend du temps. Mais personnellement, j'en tire un grand plaisir. Déjà, parce que ça diversifie l'activité. Ensuite, parce que c'est une source de curiosité au quotidien. Bon, c'est super. Votre périphérie rétinienne, elle est normale. Il n'y a pas de déchirure. Et les éclairs lumineux, ils se sont associés à d'autres symptômes, des douleurs? Non, rien du tout. Ça me brûlait. L'œil brûlait beaucoup. Mais je vous rassure, tout va très bien. Tout va très bien. C'est une convention, mais je pense que c'est bien que vous fassiez un contrôle dans 1 mois. Parfait. Si vous avez des questions. Non. La vue qui baisse, il faut que j'attende pour changer de lunettes. Alors, la vue qui baisse, on a, nous, réévalué la qualité de votre vision. Vous voyez encore 10 sur 10. Un peu laborieusement, mais vous les voyez quand même. Sur les fois où vraiment j'ai pas su faire, je garde 2-3 souvenirs. Je peux en citer un particulièrement. J'étais interne. Comme j'avais fait santé publique, j'étais au début de mon internat d'ophtalmo un peu moins formé que les autres. J'étais arrivé avec mon ancienneté dans un stage relativement seniorisé. Et je pense que le binôme avec qui j'étais avait pas pris la mesure de mes lacunes sur certains sujets. Et donc, on était au bloc et il me demande de descendre aux urgences pour examiner un décollement de rétine. Je le fais du mieux que je peux. La journée est dense, tout est lancé. Je fais la programmation pour qu'on l'opère à la fin du programme qu'on avait amorcé. Ce patient, il avait un décollement de rétine particulier. Il n'avait pas un décollement de rétine lié à une déchirure. Il avait un décollement de rétine à cause d'une tumeur. On s'en est rendu compte au tout début de l'opération. Alors heureusement, on n'a pas fait toute l'opération, mais on a quand même eu le temps de mettre des trocars, donc des minuscules instruments qui pénètrent dans l'œil. On n'aurait pas dû, évidemment, opérer ce patient. Si vous faites un trou dans l'œil, il y a un risque que certaines cellules essaiment par le trou que vous avez fait et colonisent les tissus voisins, donc la conjonctive par exemple. Si c'est le cas, ça peut donner des tableaux qui sont terribles parce que vous avez un mélanome qui était dans
l'œil et puis qui se met à pousser sur l'œil. Enfin, c'est un patient qui va bien aujourd'hui, donc ça aide beaucoup à assumer son erreur. Mais c'est dur, il y a une grande culpabilité, on a l'impression de ne pas avoir su faire. En même temps, au fond de soi, j'ai l'impression d'avoir une carapace qui est liée à une capacité de rationaliser. Évidemment, ça me touche, je suis très empathique. Le soir, je rentre. Parfois, ça peut même m'empêcher de dormir, d'y penser. Mais en détriquant le truc, j'arrive à arriver à une analyse rationnelle. On trouve toujours un collègue, un ami, parfois sa compagne. Il ne faut pas le faire trop souvent, mais pour discuter. Et en fait, ce qui compte, c'est d'arriver, à mon avis, à faire en sorte que les erreurs deviennent des axes d'amélioration. Donc, si on prend l'exemple de ce patient, déjà, je m'en souviens. Encore aujourd'hui, je connais son nom et j'ai suivi jusque tard son état. Puis ça m'a permis d'apprendre à tous les égards, de comprendre qu'il fallait pas se surestimer, de comprendre qu'il fallait être prudent, que quand on sait pas, il faut le dire, que parfois, peut-être ça c'est un apprentissage très très fort, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et ça c'est très dur, c'est-à-dire que j'ai pas tellement de difficulté à dire que je sais pas. Mais là, en l'occurrence, je savais même pas qu'il fallait regarder la tumeur. Enfin, j'exagère un peu, mais j'avais pas conscience de mon ignorance. Et ça, c'est le plus grand des dangers. Ça, je l'ai retenu. Le recueil des expériences, c'est comme ça qu'on progresse. Ça, c'est indiscutable. Et c'est un ADN qu'on essaye d'inculquer au centre, d'être dans la remise en question et l'introspection permanente. Parfois, on peut être tenté de camoufler, soit par pudeur, soit pour des tas de raisons, quelque chose qui s'est pas bien passé. Nous, on verbalise entre nous. Même quelque chose de pas très grave. En fait, on a bien compris que ce qui pouvait mener à un accident, c'était une accumulation d'événements. Donc, même si on a un événement mineur qui n'a pas de conséquences, ça m'est arrivé mardi au bloc opératoire, quelque chose de pas très grave, mais qui s'est pas passé comme prévu, plutôt que de faire comme si c'était pas arrivé et puis de se dire le patient va bien, j'en ai parlé à presque tout le monde pour recueillir leur point de vue. Est-ce que ça vous est arrivé? Et puis en fait, ça permet aussi de partager ses expériences sur ce qu'on n'a pas su faire. C'est aussi un enseignement, c'est que je trouve qu'il faut pas s'en cacher, qu'il faut en parler. Alors, le plus grand enseignement de toutes mes années d'exercice, c'est d'abord qu'on fait un très beau métier, qui a du sens, qui est porté par l'altérité. Et je pense que dans une vie, ça donne beaucoup de sérénité, parce qu'en fait, on se lève en étant moins rongé par de l'amertume ou je ne sais quel sentiment. On se lève en sachant pourquoi on le fait. Et donc, je pense que ça donne un sens assez sain à la vie. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il faut être humble vis-à-vis de tout. C'est dans les moments d'exaltation ou de trop grande confiance qu'on fait les bêtises. C'est à ce moment-là qu'on passe à côté d'un diagnostic. C'est à ce moment-là que pendant une chirurgie, on fait une erreur. Et peut-être le troisième point que je retiendrai, c'est qu'il faut rester dans le coup. Qui peut prédire de quoi sera fait l'avenir de nos métiers dans 10 ou 15 ans? Donc je pense que à tous les égards, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Donc dans la pratique clinique, vous ne connaissez pas un diagnostic, vous ne savez pas ce qu'est un patient, faut être curieux, il faut discuter. Et même au-delà, essayer d'un peu se poser la question de la transformation de nos métiers, se sensibiliser à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est très important. Après, c'est quelque chose que nous, on essaye vraiment de faire au quotidien ici, simplement d'inviter à la curiosité, à la conversation, au dialogue. Je me retrouve assez rarement surpris en congrès par des innovations, simplement parce que dans le cabinet où je travaille, c'est pas un exercice individuel, on est nombreux. On a chacun souvent un exercice un peu panaché, donc il y en a un qui va vous expliquer l'expérience de tel hôpital dans tel sujet et ainsi de suite. Si vous avez la curiosité de cette richesse et que vous invitez au dialogue, en fait on s'enrichit par la conversation et je pense que c'est très important. Est-ce que j'ai voulu arrêter? Oui, j'ai voulu arrêter. Est-ce que j'ai bien fait de continuer? Oui, j'ai bien fait de continuer. Et je pense que la richesse ultime, en tout cas telle que je la vis, c'est d'être médecin, mais de plusieurs façons. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!